On va passer à la dernière présentation, donc qui va être faite par Audrey Brassard, qui est psychologue et professeure titulaire en psychologie à l'Université de Sherbrooke. Je l'ai d'ailleurs eu comme professeure, je vous recommande, et directrice aussi du laboratoire sur le couple et la sexualité. Donc, on applaudit. Merci. Attends un petit peu. Je pense que je vais essayer de le laisser comme ça. Merci pour la belle présentation qui m'a fait du bien. Puis d'avoir dit 136, ça m'a stressé un petit peu quand même. D'habitude, moi, j'enseigne les statistiques, fait que j'imagine que ce dont je vais vous parler va être un petit peu plus intéressant ce soir. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous. En même temps, la barre est haute parce qu'il y a eu vraiment des excellentes présentations avant moi. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler des idéaux sexuels à atteindre. Est-ce toujours un problème? Donc, avant de commencer ma présentation, j'aimerais quand même vous inviter à réfléchir à l'intérieur de vous. Est-ce que j'ai l'impression que moi, je sens une pression à rencontrer des idéaux sexuels dans ma vie? Est-ce que c'est présent? Est-ce que je le sens? Est-ce que j'essaie de me conformer? Est-ce que ça me pose problème un petit peu ou pas? Donc, bien sûr, pour répondre à cette question-là, vous allez me dire, bien, qu'est-ce que c'est ça, des idéaux sexuels ou des idéaux de genre? Bien, en fait, c'est un ensemble de croyances, stéréotypes, puis un peu de messages qu'on reçoit autour de nous sur comment on devrait se comporter ou comment on devrait, ou de quoi on devrait avoir l'air si on s'identifie plus à une femme ou à un homme. Donc, évidemment, il peut y en avoir plusieurs. Ici, j'en ai répertorié quelques-uns qui disent, par exemple, bien, être une vraie femme ou si je suis une vraie femme, je devrais, par exemple, avoir une grosse poitrine, une taille fine, des jambes effilées, des fesses bombées, porter des vêtements décolletés, m'habiller sexy. Là, je m'arrête un petit instant pour vous dire, moi, je suis professeure d'université dans la vie, fait que quand je me suis habillée aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas me conformer à ces normes-là. Donc, je me suis dit, non, tu sais, j'ai pas de décolleté, vous voyez pas tant que ça ma forme, ça va. Donc, j'ai fait un choix éclairé de ne pas m'habiller selon les standards. Mais des fois, ce choix-là, il peut être plus ou moins éclairé. Mais il y a d'autres standards aussi, plus par rapport à la sexualité, au-delà du corps puis de l'apparence. Par exemple, la femme devrait utiliser son corps pour plaire. Elle devrait être sensible, fragile, passive, chercher l'amour, pas juste la sexualité. Mais une fois dans la chambre à coucher, elle devrait être ouverte à tout, hein, parce que les modèles nous disent aussi des informations qui peuvent être contradictoires. Mais il n'y a pas juste les femmes qui sont soumises à ces normes-là. Les hommes aussi, de plus en plus, reçoivent des messages comme quoi leur corps devrait être musclé. Ils devraient aussi s'habiller d'une façon qui met en évidence leurs muscles. S'ils ont du poil, il faut que ce soit aux bons endroits. Ça, c'est aussi bien important. Mais il y a aussi beaucoup de messages sur qu'est-ce que c'est être un homme. Hein? Je devrais être fort, je devrais être entreprenant, c'est moi qui devrais initier les relations sexuelles, je devrais avoir de l'expérience, des conquêtes, si je veux être un vrai homme. Donc, il y a aussi pas mal de pression de ce côté-là. Ça va? Mais d'où ça vient? D'où ça vient, tous ces messages-là? Bien, la réponse, c'est un peu partout en réalité. Donc, que ce soit via les médias sociaux, la pornographie, ça peut commencer vraiment très tôt aussi, là, dans les films et les séries télé. Là, j'ai choisi les princesses de Disney, mais j'aurais pu mettre Occupation Double aussi. Donc, j'ai fait des choix stratégiques. La musique et les vidéos, là, j'ai vraiment hésité pour la photo, mais j'ai mis Pitbull. C'est vraiment une bonne référence, je n'étais pas certaine. Publicité, etc. Mais c'est aussi autour de nous, dans les messages qu'on reçoit de nos parents, de nos amis, et ça peut commencer très tôt. Donc, oui, ça va? Donc, ça commence de bonne heure. Quand on est bébé, rappelez-vous, il y a quand même un ensemble de normes sur les couleurs que tu peux porter quand tu es un garçon puis une fille, avec quel jouet tu devrais jouer, quel métier tu devrais penser faire plus tard. Donc, il y a quand même énormément de normes qui sont associées au genre, auxquelles les enfants sont exposés, puis après ça, bien, les adolescents. Puis bien sûr, c'est un petit peu des normes à propos aussi de qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce que tu devrais faire pour fitter, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas faire rire de toi ou pas, puis que tu vas être accepté et que tu vas trouver l'amour ou avoir des relations sexuelles. Mais plus on est jeune, plus on est susceptible d'absorber tous ces messages-là. Parce que quand on est jeune, notre cerveau n'est pas complètement développé, puis on n'a pas encore acquis la capacité de juger, de critiquer l'ensemble des messages qu'on reçoit. Quand nos parents sont là pour nous accompagner puis nous dire « ben non, tu n'es pas obligé de te conformer à ce message-là », ça donne un coup de pouce, mais ils ne sont pas toujours là à tous les moments, puis surtout pas dans la cour d'école.
Et à l'âge adulte, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on retient, dans le fond, de ces messages-là? Puis je m'adresse à vous parce que la plupart, vous êtes des adultes, j'imagine, si vous êtes ici, en principe. Donc, qu'est-ce qui reste de ces messages-là à l'âge adulte qu'on peut avoir intégré? Donc, c'est vraiment ce qui nous a intéressés dans une série de recherches qu'on a menées auprès de milliers d'adultes québécois de 18 à 29 ans, avant les années 2020, donc dans la dernière décennie. Donc, on s'est intéressé, dans le fond, à savoir qu'est-ce qui reste chez les adultes des messages qu'on a entendus et endossés plus ou moins au cours de notre développement. On a demandé aux gens, bien, ce serait quoi une personne qui en a endossé vraiment beaucoup versus une personne qui n'en a pas endossé. Puis on a appelé ça un peu de la sursexualisation, dans le sens d'avoir vraiment endossé les messages puis de les porter. Puis on voulait savoir aussi, bien, c'est quoi les impacts que ça peut avoir ou à quoi c'est associé au niveau du bien-être individuel, conjugal et sexuel. Donc, ce qu'on a trouvé à partir des résultats de nos recherches, c'est qu'il y aurait comme 5 grands aspects qui ressortent, qui permettrait d'établir jusqu'à quel point j'ai endossé les messages. Bien, pour le premier, je vous pose la question. À quel point j'ai investi du temps à améliorer mon apparence pour rencontrer les idéaux? Donc, jusqu'à quel point je mets du temps pour, par exemple, l'entraînement, la diète, je mets des soins, ma coiffure, le maquillage, ou encore que j'envisage des chirurgies esthétiques pour que mon corps se conforme à l'idéal, versus pour me sentir bien dans ma peau. Donc, c'est quand même 2 choses importantes. Donc, vous pouvez vous poser la question, répondez-moi pas. OK? Donc, jusqu'à quel point? Une fois qu'on a répondu à l'intérieur de nous à cette question-là, bien, moi, je me pose la question, bien, OK, est-ce que c'est toujours un problème, tu sais, dans le fond, de endosser ce premier critère-là dont on a parlé? Bien, en réalité, nos résultats montrent qu'on ne se sent pas vraiment mieux quand on surinvestit, dans le fond, son apparence sexualisée. Dans le fond, vous ne serez pas surpris, les femmes ont tendance un petit peu plus à endosser ce trait-là, mais on a remarqué que c'est associé à un sentiment de valeur personnelle qui est plus faible, à des émotions négatives comme la honte, aussi à la surveillance. Hey, je suis correct? Y a-tu un petit pli? On voit-tu mon bourrelet? Tu sais, mon décolleté, est-tu bien placé? Donc, on a plus tendance à s'observer quand on est bien centré sur son apparence. C'est pas lié à l'engagement en couple, ni aux difficultés sexuelles, mais par contre, on a remarqué que c'est associé à une plus faible intimité dans la sexualité. Donc, je me sens moins proche de mon partenaire sexuellement, peut-être notamment parce que je suis en train de me surveiller si je suis correcte. Deuxième question. À quel point j'utilise mon corps sexualisé pour obtenir des bénéfices? Donc, ça, on appelle ça de l'auto-objectification sexuelle. Donc, c'est-à-dire que je vais utiliser mon corps pour un petit peu obtenir des passe-droits, des rabais, des cadeaux, mais aussi pour avoir de l'attention, de l'amour, de l'approbation en m'appuyant sur mon corps. Donc, est-ce que c'est un problème? En fait, ça s'avère que c'est pas si bénéfique que ça. Donc, c'est comme si on pense que ça va nous apporter un petit peu des bénéfices, mais en réalité, c'est associé aussi à une plus faible estime de soi. Je vais aussi vivre plus de honte et de surveillance de mon corps parce que j'utilise pas mal mon corps pour obtenir mes bénéfices. C'est aussi associé au surengagement en couple, c'est-à-dire l'impression que je m'investis vraiment beaucoup dans ma relation au détriment des autres sphères de ma vie, comme professionnelle, scolaire, sociale ou familiale. Et un autre inconvénient important, bien, c'est au niveau de la sexualité. Parce que finalement, quand j'utilise mon corps pour obtenir des bénéfices, j'ai moins de plaisir, puis je vis moins d'intimité récréative, donc j'ai moins de plaisir de type loisir avec mon partenaire. Donc, il y a quand même pas mal moins de bénéfices à cette pratique-là. Troisième question. À quel point je parle de ma vie sexuelle et je raconte, par exemple, mes exploits, mes conquêtes autour de moi, peu importe le lieu, le contexte ou les personnes. Donc, vous pouvez vous poser la question, vous répondre à vous-même. Donc, adopter un discours sexualisé, est-ce que c'est un problème? Bien, la réponse, c'est vraiment pas. C'est un des résultats qui nous a vraiment surpris parce que, contrairement aux 2 premières dimensions, bien, le fait d'être capable de parler de sa sexualité, on pense que c'est vraiment une composante positive qui est associée au fait d'être capable d'affirmer, par exemple, ses besoins, ses préférences au niveau de la sexualité. C'est pas lié à l'estime de soi ni à l'engagement. Par contre, c'est associé à une meilleure fonction sexuelle au niveau du désir, de l'excitation, de l'orgasme et du plaisir. Puis c'est aussi associé à une meilleure intimité au plan de la sexualité, mais aussi intimité émotionnelle, donc je me sens vraiment compris par l'autre, et récréative. Donc, il y a vraiment toute une série de bénéfices à ce troisième point-là qui nous a étonnés, mais qu'on est vraiment content aussi. Quatrième question.
À quel point mes pratiques sexuelles sont une performance? Donc, jusqu'à quel point, quand je choisis des pratiques sexuelles que je vais faire, puis là, je vais remimer Caroline Dugal, quand je choisis une pratique en particulier, est-ce que je les base davantage sur des critères extérieurs, comme la pornographie, comme les attentes de l'autre, comme la pression sociale, plutôt que sur mes préférences à moi, ma zone de confort, mais aussi l'échange que je suis en train de vivre avec la personne avec qui je suis, puis mes limites à moi. Donc, évidemment, si je sente plus vers l'extérieur, on peut s'attendre à ce que ce soit associé à des éléments plus négatifs. Mais est-ce que c'est toujours un problème? La réponse, c'est que c'est plus nuancé que ça. Donc ici, surprise, ce seraient les hommes qui utiliseraient davantage le fait d'axer sa sexualité sur la performance, qui est quand même assez compatible avec la pression là, qu'ils ont d'être performants au niveau sexuel. Donc, c'est associé à une plus faible estime de soi et à de la surveillance de son corps et de la honte aussi envers son corps. Par contre, c'est associé à plus d'affirmation, une meilleure libido et plus d'excitation. C'est pas lié à l'intimité, mais là aussi, c'est lié au surengagement en couple, le fait de vraiment en faire beaucoup pour sa relation puis que ça occupe vraiment beaucoup d'importance dans sa vie. Alors ici, c'est quand même plus nuancé qu'est-ce qu'on peut obtenir parce que c'est comme si centré sur la performance, ça peut être bon pour le désir, mais il peut aussi y avoir des inconvénients. Finalement, 5e question, à quel point j'entre en relation en mode séduction? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je vais m'amener dans ma façon de rencontrer les gens puis de me présenter dans une approche de les charmer, de les séduire, peu importe le contexte, peu importe mon statut conjugal, peu importe leur statut conjugal aussi, et donc dans différents contextes, qui peut faire en sorte que je suis perçue comme une personne séductrice ou charmeuse. Alors, est-ce que c'est toujours un problème? La réponse, c'est ça dépend pour qui, je dirais. Alors, c'est associé à une meilleure estime de soi, puis à une meilleure affirmation au niveau de la sexualité. Par contre, il y a quand même plus de surveillance. C'est pas lié aux difficultés sexuelles, mais remarquez que c'est lié négativement, dans le fond, à l'engagement en couple et à l'intimité émotionnelle. Donc, on peut peut-être se dire qu'être séducteur, il peut y avoir certains bénéfices pour la personne, mais ça se peut que ça se passe moins bien dans son couple. Donc, peut-être l'autre personne qui est en couple avec aime moins ça, puis que nécessairement, bien, il y a des répercussions sur sa relation. Alors, en somme, qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez de cette présentation-là? C'est que, bien, les idéaux sexuels, les normes, les stéréotypes, entourant qu'est-ce que c'est être un homme puis une femme, bien, il y en a partout autour de nous. Alors, c'est impossible de ne pas du tout être exposé. C'est impossible de ne pas du tout en avoir intégré. Par contre, lorsqu'on en est conscient, bien, déjà, on peut un petit peu plus agir puis décider bien, avec quoi je suis confortable, puis je suis qui, moi, dans tout ça, puis à quoi j'ai envie de correspondre, puis est-ce que je veux vraiment me mettre cette pression-là? Oh, pardon, je recule. Je veux quand même vous dire... Je veux quand même vous dire qu'il demeure que ces stéréotypes-là sont vraiment très genrés, sont vraiment aussi basés sur une définition du genre qui est binaire. Donc, il existe quand même très peu de modèles référents sur comment on devrait se comporter quand on ne s'identifie pas à homme ou à femme. Donc, ça aussi, ça peut mettre aussi une certaine pression sur pas trop avoir de modèles. Mais dans tous les cas, je vous invite juste à être plus vigilant à la place que ça occupe dans votre vie et à surtout bien, être vous-même, puis diminuer la pression, certainement, de ne pas être obligé de les rencontrer en tout temps. Merci. Il y a plus de questions que dans mon cours de statistique. C'est bon. Ouais. Mm-hmm. Mais est-ce que les gens, à quel point les gens sont conscients de tout? Ça, c'est la première question. Bien, oui, je vais déjà répondre. C'est difficile de répondre à cette question-là parce que il y a quelque chose quand même de très... Ah, la question, oui, OK. Jusqu'à quel point, dans le fond, quand les gens utilisent des filtres, tu sais, qui embellissent leur image, admettons, sur les réseaux sociaux, tu sais, ils sont conscients que, dans le fond, c'est pas vraiment atteignable, là. Mais je pense que c'est un point important que tu amènes, que, dans le fond, ces idéaux-là de perfection, ils sont pas atteignables. Mais des fois, les gens en sont pas nécessairement conscients, tu sais, puis ils se mettent un peu une pression de rencontrer ça. Ils sont, des fois et souvent, à la recherche d'une validation extérieure.
Puis, bien, c'est sûr que ça peut amener de la détresse du fait que tu ne vas pas toujours obtenir la validation que tu recherches et c'est aussi un peu faussé et superficiel. Un des commentaires que je me faisais, c'est, tu sais, imaginez quelqu'un là, qui a vraiment centré sa vie au niveau des idéaux puis qui s'en va dans un speed dating puis que vous lui demandez de parler de ses rêves, de ses aspirations, de sa personnalité, mais tout ce qu'elle peut vous parler, c'est combien d'heures par jour elle s'entraîne, qu'est-ce qu'elle mange, puis les dernières chirurgies qu'elle a faites. Donc, c'est clair que la personne se connaît moins parce que c'est comme si toute son identité va reposer sur son apparence. Donc, évidemment, là, j'exagère, là, je mets ça à l'extrême, mais on est tous un petit peu affectés par ça à des degrés différents. Tu avais une deuxième question. Oui, la deuxième, c'est sur le discours sexualisé. Oui. Qui disait que c'était mieux. Et du coup, je me demandais, mais alors on voit qu'il y a du côté des gens qui le font, du coup, ça a l'air d'être mieux, mais les gens qui reçoivent ça, qui se font fasciner de leurs histoires de sexe de leurs amis, est-ce que eux, par exemple, ça ne les fait pas plus mal, par exemple? Ah, c'est une bonne question. Tu sais, si le discours sexualisé, ça peut avoir certains bénéfices pour la personne, qu'en est-il des personnes qui l'entendent? Bien, moi, je pense que c'est une excellente question qu'on n'a pas étudiée à ce jour, mais c'est quand même intéressant parce que si moi, j'entends quelqu'un à tous les jours me raconter ses exploits, je peux, premièrement, être mal à l'aise avec ça. Ça se peut que ça ne me convienne pas puis que j'ai l'impression que cette personne-là, tu sais, fait que je peux lui dire, là, tu sais, je suis pas à l'aise, mais ça peut aussi me mettre une pression que c'est ça le standard à réaliser, que moi aussi, je devrais performer comme ça, puis que je suis nulle, dans le fond, si je ne rencontre pas ces espèces d'idéaux-là. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça? C'est que je ne suis pas en train de vous dire demain matin, mettez-vous à parler de vos exploits sexuels avec n'importe qui, dans n'importe quel contexte. Je pense que je suis psychologue aussi. J'ai envie de vous dire, bien, ce qui est positif là-dedans, puis je pense qui marque un changement de génération, là, c'est le fait que si je suis à l'aise de parler de sexualité, il y a plus de chances que je sois capable de transférer cette compétence-là dans la chambre à coucher avec un partenaire intime, puis d'être capable d'affirmer mes préférences, mes besoins, ce qui est vraiment important pour vivre une sexualité satisfaisante et respectueuse, pour avoir du plaisir, pour se connaître l'autre. Fait que c'est beaucoup plus ça que j'ai envie de vous dire que demain matin, on compte tous nos exploits, tout le monde, c'est bon. Donc, allez-y un petit peu plus dans le fait que c'est bien d'en parler. Vous pouvez choisir à qui vous en parlez, mais au moins le fait d'être à l'aise d'en parler. Parce que la génération de mes parents, à moi, là, ils n'en parlaient pas du tout de la sexualité. C'était le festival de la religion catholique. C'était un péché. On ne pouvait pas parler de ça. Pratiquement, la sexualité, c'était pour le plaisir. Fait que pour moi, c'est une bonne nouvelle quand même que plus on est à l'aise de parler de sexualité, plus qu'on vit une sexualité satisfaisante. Il y avait une autre question. Oui. C'est une bonne question. Je ne suis pas sûre que je serais capable de départager, si je me conforme à des idéaux pour la sexualité versus la classe sociale. Je pense qu'il y a une pression sociale, de toute façon, de rencontrer certains idéaux, certaines normes. Puis il y en a plusieurs. Moi, je vous en ai présenté certaines, mais il y a aussi l'espèce de pression sociale d'être en couple, la pression après ça d'avoir une famille. Il y a quand même certaines normes, puis elles sont quand même assez hétéronormatives. Là. On s'entend là, que c'est le modèle du couple hétérosexuel, monogame. Il y a quand même beaucoup de pression. Mais après ça, quand on le sait, que ce sont des normes, que ce sont des visions, des modèles qui sont partagés par plusieurs personnes, mais je pense que ce qui est bien, c'est de se dire, moi, je peux faire le choix que je réponds pas à celle-là, puis je peux faire le choix que moi, je fais les choses pour moi-même, pour être bien dans ma peau, davantage que pour me conformer à un ensemble de normes, de stéréotypes ou de messages sociaux là, que j'ai reçus. Oui? C'est une bonne question. Pas beaucoup, en fait, de différence sur les liens qu'on a obtenus selon que je suis un homme ou une femme. Les différences de genre qu'on a obtenues, c'est vraiment plus sur à quel point j'ai endossé là, chacune de ces dimensions-là. Mais il y avait pratiquement pas. Puis là, évidemment, s'il y en a une ou deux, là, je ne m'en rappelle pas en ce moment, mais je pourrais t'envoyer lire mes articles avec joie. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Des différences dans les liens qui existaient entre ces dimensions-là puis les composantes là, de bien-être individuel, de couple et sexuel. C'était quand même assez stable à ce niveau-là
Mais nos différences étaient plus sur le fait d'endosser ou pas là, ces différentes normes-là. Merci à vous. Merci à toutes les présentatrices.